bienvenue sur ce webinaire où nous serons accompagnés du collectif Startup Industriel aux côtés de Véronique Gricourt, déléguée générale, et d'Alfadio Olori Tog, président du collectif. Nous serons également accompagnés de l'agence Ardennes Développement, qui est adhérente du collectif, mais également adhérente du CNER, avec Jean-Louis Amat, directeur de l'agence, mais aussi délégué territorial CSI France. On est ensemble pour 1h30. Et l'objet de ce webinaire, entre autres, c'est de voir comment vous, agence de développement, pouvez travailler aux côtés du CSI au développement des startups et des entreprises innovantes de vos territoires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les ajouter dans le chat qui est prévu à cet effet. Et je laisse Véronique, Alfadio et Jean-Louis préciser si vous souhaitez y répondre au fil de l'eau ou plutôt à la fin de la séance. Et je vous souhaite un bon webinaire à tous. Merci Anaïs. Merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est bon. Eh ben, On vas-y, lance Alfadio. On peut lancer? Eh ben, c'est parti. Donc, bonjour à tous. Allez-y. Je suis Alfadio Olori-Togbe, donc président du collectif des startups industrielles. Et peut-être pour faire rapidement mon parcours, je suis entrepreneur depuis 20 ans maintenant, et dont 10 ans dans l'environnement startup, avec une première startup qui s'est donnée pour mission de remplacer la machine à laver par un service, qui a connu tout le parcours extrêmement difficile que peut connaître le parcours d'une startup industrielle aujourd'hui. Et de ce parcours, j'ai tiré un certain nombre d'enseignements qui, au moment où j'ai pris la présidence bénévole du CSI, ont guidé les réflexions que nous avons menées et que nous allons partager en partie avec vous aujourd'hui. Et pour la petite histoire, notre entreprise aujourd'hui est adossée en partenariat avec un grand groupe qui s'appelle Géopost, qui est le numéro 1 européen du transport, et ce qui nous permet de nous concentrer sur notre cœur de métier, qui est la partie blanchisserie, et donc laisser ce partenaire s'occuper de toute la partie logistique, et ce qui démontre une des vertus de l'inclusion de l'écosystème des startups dans l'écosystème du tissu des entreprises existantes, si on veut pouvoir se développer, être pérenne et effectivement réindustrialiser, comme c'est une de nos missions. Je vais te laisser te présenter, Véronique. Oui, tout à fait. Merci Alfadio. Véronique Gricourt. Donc, j'ai pris la direction de ce collectif il y a quelques mois maintenant. J'en ai été administratrice pendant quelques temps et j'ai eu d'autres expériences assez longues avec une bonne connaissance des écosystèmes territoriaux. Je vois qu'il y a au moins une ou deux personnes de la RBFC, qui est ma région d'origine, la Bourgogne-Franche-Comté, enfin ma région d'implantation. Voilà, donc juste pour dire que je connais assez bien, encore une fois, les acteurs institutionnels et que j'ai à cœur de faire du lien entre les entreprises industrielles, les acteurs institutionnels, les grands groupes, et que c'est ce que nous essayons de développer, entre autres, au sein du collectif Startup Industriel France, dont on vous fera peut-être à la fin, si on a un peu de temps, l'historique et pourquoi on en est là aujourd'hui. Mais là, le cœur du sujet, c'est de se concentrer sur qu'est-ce qu'on peut faire avec vous à partir des besoins de l'écosystème, des besoins qu'on a analysés de votre part et des réponses qu'on peut apporter. Alors, si vous nous le permettez, on va maintenant entamer une présentation qui va durer une petite vingtaine de minutes. Est-ce que Jean-Louis a besoin de se présenter ou pas? Oui, pardon. Peut-être. Je connais certaines personnes dans les participants, mais je suis à plus d'un titre, hein. Donc je dirige l'agence des Ardennes, qui est un territoire très industriel, surtout au sein de la région Grand Est, où il y a beaucoup d'efforts faits pour l'accompagnement des startups, y compris industrielles. Donc je suis au cœur de l'écosystème. Et puis de par mon parcours, j'ai été amené à accompagner plusieurs fois des startups industrielles. Donc c'est une thématique que je connais assez bien. On aura l'occasion d'en reparler peut-être. Merci. Merci Jean-Louis. Et par ailleurs, Jean-Louis est adhérent au collectif des startups industrielles, dont nous nous préparons à faire évoluer d'ailleurs la dénomination pour en faire quelque chose de plus inclusif et qui explique pourquoi est-ce que quelqu'un comme Jean-Louis est là et pourquoi est-ce que nous souhaiterions, dans un monde idéal, être rejoints par des acteurs comme les autres agences de développement. Je sais, est-ce que l'affichage est en plein écran pour tout le monde? Oui, c'est bon, Alfadio.
C'est super. parfait. Merci. Super. Après, Merci. chacun peut zoomer à sa convenance aussi, hein. D'accord, Vas-y. super. Donc, très rapidement, qui sommes-nous? Mais comme le disait Véronique tout à l'heure, on aura l'occasion de refaire un petit peu d'historique tout à l'heure. Le collectif des startups industrielles est né d'une publication dans une tribune sur LinkedIn par quelqu'un qui s'appelle Éléonore Blondeau, qui est une vraie agitatrice, un bulldozer, qui a secoué un petit peu l'univers, le ronronnant un petit peu de l'establishment, comme on dit, qui s'endormait sur le sujet des startups industrielles et qui ne voyait pas le niveau extraordinaire de difficultés auquel, en tant qu'entreprise, nous étions confrontés pour exister, tout en ne voyant pas non plus le nombre de missions qu'on nous confiait, puisqu'on parlait de réindustrialisation, on parlait de décarbonation, on parlait comment dire, de rétablissement de l'emploi industriel, et on se rendait bien compte que les entreprises traditionnelles, tout simplement, enfin, si c'était le rôle des entreprises traditionnelles, eh ben, elles l'auraient déjà fait depuis longtemps et on ne serait pas en train de parler de donc clairement, l'idée c'était de confier ça à de nouveaux acteurs, mais simplement on ne donnait pas à ces nouveaux acteurs les moyens d'exister. Donc, cette tribune, elle a été co-signée par plus d'une centaine d'acteurs à travers les territoires, hein, pas uniquement des acteurs privés, mais également des acteurs institutionnels, également des personnes individuelles. Et ça a donné beaucoup de force à cette tribune, tellement de force qu'elle a décidé derrière de créer un collectif. Et Véronique et moi-même rentrons en scène 2 ans plus tard, ou 3 ans plus tard, pardon, au moment où le collectif commence à vraiment prendre une dynamique et que ensemble, la direction a décidé la direction a prise et de structurer un petit peu le rôle les opérations que mène le collectif et d'en faire un véritable tiers de confiance pour les entreprises d'abord, en tant que partenaire de développement et en gros aider les entreprises, les startups individuelles initialement à franchir un certain nombre de barrières qui leur sont qu'elles rencontrent et que nous détaillerons tout à l'heure. Donc c'est important de dire que le CSI c'est associatif, la présidence du CSI est bénévole, et ensuite il y a un certain nombre de permanents, dont la première est Véronique, qui accomplissent les actions de terrain. La mission du CSI, c'est avant tout une mission de terrain, une mission d'accompagnement. C'est plus une mission de plaidoyer qui a été renvoyée à d'autres associations comme Start Industrie, par exemple, qui font du lobbying, qui vont dans les ministères, qui vont à l'Europe. Nous, notre mission, c'est vraiment une mission de terrain. C'est aider les entrepreneurs, aider les industriels, les start-upers et les industriels en général à faire leur métier. Donc, si on doit synthétiser un petit peu tout ça, je dirais que comme les agences, le CSI est un tiers de confiance pour les entreprises, les acteurs de la réindustrialisation. On n'est pas une entreprise à but lucratif, on est une association. On n'a pas d'autre mission, pas d'autre motivation que la mission d'assistance que nous donnent nos statuts. On a voulu là ici faire un petit glossaire, juste pour que les éléments de langage soient partagés, sachant que de toute façon cette présentation vous sera envoyée également et ça permettra éventuellement d'avoir des échanges sur la clarté des termes que nous avons choisis. Et il y a 2 termes sur lesquels je veux particulièrement attirer votre attention lors du début de cette présentation, ou plutôt 3 termes. Le premier, c'est celui de start-up industrielle, parce que la notion de start-up, c'est des fois une notion qui peut être perçue comme assez vague, parce que dedans, on met les boîtes du digital, on met la notion de start-up industrielle, c'est avant tout une start-up dont l'objet, que ce soit un service ou un produit, est industriel ou basé sur un outil industriel. Et donc, la notion d'innovation qu'elle porte est essentiellement basée sur cet outil. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, la mission du CSI s'est élargie au-delà des startups industrielles à toutes les entreprises industrielles innovantes, parce qu'on s'est rendu compte que, notamment dans les territoires, beaucoup de PME, beaucoup de TI portent également de l'innovation, de rupture et autres, hein, et que cette innovation, elle rencontre en réalité la même difficulté à émerger, à éclore et à devenir pérenne que celles que les startups industrielles peuvent rencontrer. À la différence près que les PME et les ETI ont un avantage considérable sur les startups,
c'est que les startups promettent aux investisseurs qu'un jour elles sauront faire un métier et qu'un jour elles auront des clients. Les PME et les ETI, en règle générale, elles ont sans le savoir cet avantage par rapport aux startups, cet avantage considérable d'avoir déjà un métier, maîtriser le métier et d'avoir déjà souvent des clients. Donc, aider l'innovation dans leur environnement est également une bonne attitude, une bonne vision en termes de réindustrialisation. Et on voit que autant les startups portent de manière décomplexée ce sujet de l'innovation, autant les PME et les ETI sont beaucoup plus timides dans leur approche du sujet. Et donc, le CSI a décidé d'étendre son action à ces entités-là aussi. Enfin, il y a un troisième terme dont je voudrais vous parler en introduction, c'est celui de l'industrie circulaire. Nous considérons, nous, au CSI, que le renouveau industriel est indissociable du verdissement de cette industrie. En d'autres termes, on ne parviendra pas à faire la compétition avec les pays à bas coût et avoir une industrie qui soit compétitive face à celle des pays à bas coût si elle n'apporte pas d'autres avantages que de tenter de baisser à tout prix les prix de revient par de l'automatisation ou autre. Il faut d'autres avantages. Et un de ces principaux avantages pour nous, c'est effectivement l'industrie circulaire parce qu'on se rend compte que la circularité est un excellent moyen de réduire les coûts, d'une part, et ensuite est également une excellente barrière à l'entrée pour nos marchés, dans la mesure, bien entendu, où ceux qui nous gouvernent portent la même exigence à l'endroit des produits qui rentrent sur le territoire de l'Union et sur le territoire français que nous l'apportons, que la réglementation nous y contraint, et que même grâce à l'industrie circulaire, nous allons au-delà de la réglementation. Donc pour nous, à nouveau, l'industrie circulaire est consubstantielle de la réindustrialisation. On ne va pas réindustrialiser comme dans les années 50. Je vous parlais tout à l'heure de la notion d'entreprise industrielle et innovante, notion dans laquelle nous englobons à la fois les startups industrielles, mais également les PMI et les ETI innovantes. Et on voit que toutes ces entreprises ont le même problème. Le financement d'innovation, le niveau de fonds propres qui permet d'accéder à certaines subventions ou d'avoir accès à certains financements, l'accès aux fonciers. Clairement, aujourd'hui, la réindustrialisation, ça passe par des usines. Et aujourd'hui, le foncier est un vrai sujet. Vous le connaissez aussi bien que moi. L'image, l'attractivité pour les talents. Aujourd'hui, le digital a été un formidable aspirateur à talents. Le digital a été un formidable aspirateur à talent. Et on se rend compte, on se rend compte que l'industrie a beaucoup souffert d'une image à la Zola, et que la correction de cette image est essentielle si on veut que les talents retournent, plutôt que de terminer dans les cabinets de conseil, de terminer dans le digital, reviennent dans l'industrie. J'ai eu l'occasion de le dire dans certaines instances. La France est une grande nation d'ingénieurs. Il n'y a pas de discussion dessus. Il faut qu'on devienne une nation d'industriels. Il faut qu'on devienne une nation de vendeurs également. Il y a le sujet des enjeux réglementaires. Donc, on aura peut-être l'occasion de rentrer dans certains détails, mais les sujets de réglementation sont des sujets très prégnants dans la réindustrialisation. On se rend compte que la surréglementation aboutit. Je vais prendre un exemple que je connais très bien, qui est celui du métier de ma start-up qui s'appelle Impeccable, et dont le métier est de faire de l'entretien des vêtements de particuliers. Nous recyclons à 100% l'eau de process, ce qui fait de nous l'acteur le plus propre en matière d'entretien des vêtements, puisque en comparaison, la machine à laver à la maison rejette dans l'environnement des résidus lessiviels et des microplastiques que les stations d'épuration ne parviennent pas à traiter. Et pour autant, nous opérons dans le cadre d'une réglementation dérogatoire parce que la loi interdit en France d'utiliser de l'eau recyclée. Donc ça peut paraître aberrant, ça peut paraître incroyable, mais c'est la réalité dans laquelle nous sommes. Donc les enjeux réglementaires sont extrêmement importants. Enfin, les deux derniers points qui sont en réalité les boots on the ground, hein, les éléments qui vont ancrer sur les territoires le renouveau industriel, c'est d'une part l'industrialisation, et on voit trop souvent des startups qui ont passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, qui ont dépensé beaucoup d'argent, et parfois de l'argent public, dans de l'innovation, dans des process d'innovation, mais qui ne se sont pas préoccupés dans leur proof of concept, hein, le POC, dont tout le monde parle, dans leur POC, ils n'ont intégré ni l'industrialisation, ni le développement commercial. Donc on peut avoir la meilleure idée du monde, si on ne sait pas la fabriquer en série,
Si on ne sait pas la vendre, si on n'a pas de clients, alors cette idée ne vaut rien. Et donc tout l'argent public qui est dépensé dans la conception de ces modèles n'a aucun sens si en parallèle de l'effort de conception, on ne fait pas un effort de preuve de concept pour ce qui est de la future industrialisation et du futur développement commercial. Y a-t-il des clients? Où sont-ils? Donc tout ça, ça fait partie de l'ensemble des constats qu'en fait le CSI et qui dirige son action, l'action qu'on va vous proposer aujourd'hui. Rapidement, pour terminer sur le CSI, la gouvernance elle a été renouvelée en 2024 avec un bureau qui est composé d'un président que je suis moi-même c'est un grand honneur qui m'a été fait par les adhérents et de Christian Bruyère qui est le trésorier et une équipe opérationnelle qui est composée de Véronique et de Lorraine avec un troisième équipier qui est Thomas, qui n'est pas encore sur l'organigramme, mais qui sera très prochainement. Et enfin, un conseil d'administration qui est composé de 6 membres qui sont des fondateurs de start-up eux-mêmes ou qui ont différentes missions personnelles ou publiques qui les rendent, qui provoquent leur intérêt pour le CSI. Je précise que à l'occasion des prochaines élections du conseil d'administration, il sera intéressant pour nous, dans le renouvellement du conseil d'administration, d'y faire entrer d'autres types d'acteurs. Et j'espère si nous parvenons à avancer dans une collaboration avec les agences de développement, que certains d'entre vous nous feront l'honneur de siéger dans le conseil. La mission du collectif Startup Industriel, c'est effectivement la réindustrialisation avec 3 piliers. Le premier, c'est éclairer les acteurs de l'écosystème sur les enjeux de l'amorçage industriel. On veut réindustrialiser, ouais, mais comment? La deuxième chose, c'est co-construire avec des solutions qui sont adaptées aux spécificités, aux besoins des entreprises innovantes. Je donnais l'exemple tout à l'heure des efforts qui ont été faits dans l'innovation avec le pendant qui est l'absence d'efforts sur la partie industrialisation circulaire et sur la partie commercialisation, et c'est un tout. Et enfin, accompagner avec des accélérateurs qui sont le véritable outil opérationnel du CSI, parce que c'est bien de faire des constats, mais il faut proposer des solutions, et ces solutions, on les propose au travers de nos accélérateurs. Quelques mots encore sur la communauté de nos adhérents. Alors, la région Auvergne-Rhône-Alpes est particulièrement représentée parce que vous l'aurez deviné ou vous le savez déjà pour certains, c'est la région d'origine du collectif Startup Industriel. La région Île-de-France est également très représentée parce que naturellement, c'est un énorme vivier d'entrepreneurs de nouvelle génération, donc qui a tendance naturellement à être surreprésenté. Mais on voit un peu toutes les régions qui sont en plein développement et nous avons tous les jours des adhérents qui nous proviennent d'autres régions que d'Auvergne et d'Île-de-France et on en est très fiers. Nous avons également des adhérents qui sont des institutionnels. Et donc, le grand sujet pour nous dans la période qui vient, c'est d'augmenter considérablement le nombre de ces adhérents institutionnels par région. Alors, pourquoi ce point? C'est que les régions ont été les premières victimes de la désindustrialisation. Aujourd'hui, il y a eu certes des politiques publiques qui ont été menées en faveur d'un virage de l'économie vers le tertiaire, mais ces politiques publiques, elles ont été très largement suivies par les grands groupes qui ont délocalisé à tour de bras des gros centres industriels. Et la conséquence de la délocalisation de ces gros centres industriels, c'est que quand une grosse usine s'en va, il y a tout un tissu de PME, de TI et de sous-traitants et de gens qui vivent plus ou moins directement du grand groupe qui s'en vont ou qui disparaissent avec. Et donc, comme les régions étaient les premières victimes de la désindustrialisation, il nous paraît évident que c'est aussi leur action qui va permettre le retour de l'industrie en France. D'où notre focus sur les régions et les départements aujourd'hui. Enfin, nous avons également des adhérents qui sont des accompagnants, qui sont notamment ceux sur qui nous nous basons pour pouvoir apporter de l'expertise sur les 3 principaux sujets qui sont l'industrialisation, la commercialisation et l'innovation. Voilà.
Ici, nous avons tenté de résumer les objectifs des territoires et juste après la présentation, nous serons ravis de prendre votre avis sur ces objectifs et pour potentiellement compléter notre présentation ou compléter notre vision. Pour nous, l'objectif des territoires, c'est redévelopper l'industrie et l'innovation, c'est-à-dire repérer et attirer les entreprises innovantes, que ce soit des startups, des PME ou des ETI, avec pour but d'en faire des acteurs à long terme de l'économie locale, de l'emploi et de l'attractivité. Autant pour plein de gens, innovation, ça ne veut pas dire grand-chose, ou alors c'est un mot très à la mode. Pour vous, innovation, c'est extrêmement concret parce que pour vous, ça veut dire usine, ça veut dire emploi, ça veut dire, comment dire, attractivité, activité sur le territoire, donc revenus et donc valorisation du territoire. Et ce que nous savons, c'est qu'en face de ce postulat, le carnet de commandes et la démonstration de la capacité industrialisée, ce sont les meilleures garanties de la pérennité de l'emploi sur le territoire. C'est bien d'innover, mais il faut vendre et il faut être capable de produire. Les programmes d'aide actuels sont très centrés sur l'innovation. Tout le monde parle d'innovation, il y a des programmes d'innovation dans tous les sens, mais la circularité, l'industrialisation, la démonstration commerciale ne sont pas ou peu abordées. Et enfin, d'une manière générale, il faut mieux préparer les entreprises à la réussite de la phase industrielle et commerciale, sans laquelle leur implantation dans les territoires n'existera pas. Pour nous, les moyens dont vous disposez en tant qu'agence, c'est d'abord que vous êtes un trait d'union entre le public et le privé, que vous maîtrisez totalement le tissu économique. Mais peut-être, Jean-Louis, je vais peut-être te laisser mieux présenter que moi cette partie concernant les agences. Oui, c'est vrai que je suis en plein dedans. Non, mais dans le schéma qui était montré tout à l'heure sur le rôle des startups industrielles, on voit bien là où les agences sont pertinentes, c'est-à-dire pas tellement sur l'amont de l'innovation, mais plutôt sur le passage vers le marché, vers le business, parce que c'est là qu'on accompagne les entreprises industrielles aujourd'hui, avec toutes les problématiques qui ont été citées. Et donc c'est ça qui est intéressant de croiser le savoir-faire des agences dans l'industrie, qui sont en interface des territoires, avec ce collectif start-up industriel qui est sur une niche transversale, on va dire, parce que c'est pas une niche localisée, on est vraiment en transversal. Et je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on peut faire ensemble. C'est d'ailleurs pour ça que je suis là, hein. Moi, j'ai eu les premiers contacts il y a 3 ans avec Léonore Blondeau. J'étais séduit par ce positionnement original. Et puis, je constate qu'il y a ce vrai besoin dans les startups industrielles sur les territoires. Certaines passent par les incubateurs, parce que quand on dit startup, souvent on pense incubateur. Et les incubateurs, ils sont pas toujours bien outillés pour ce que disait Alfredo sur le passage vers le business. Et c'est là où nous, on a un rôle à jouer vraiment dans l'accompagnement global sur ces sujets-là. Exactement. Et c'est vrai que c'est très souvent qu'en tant qu'accompagnant de l'innovation, on retrouve plus fréquemment cette notion de business dans les agences de développement que chez d'autres acteurs. Et donc le sujet, c'est pas ce qui est intéressant dans les agences, c'est effectivement la maîtrise du tissu économique, leur capacité à communiquer vers les PME et ETI innovantes du territoire, puisque si on peut considérer que nous, collectif des startups industrielles, nous avons une vision très large des startups, du monde des startups en général, et donc des startups qui sont sur vos territoires. Et on verra tout à l'heure en toute fin de présentation un outil que nous avons qui s'appelle Motherbase, qui nous sert à identifier les startups en utilisant le bruit digital qu'elles font, en échangeant sur tous ces sujets d'innovation. En revanche, on constate que les PME et les ETI sont beaucoup moins disertes sur les sujets d'innovation. Elles ont souvent le réflexe de cacher un petit peu l'innovation dans leurs entrailles pour X raisons, ce qui les rend moins évidentes à détecter et à observer et donc à aider.
Et vous, en contrepartie, en tant qu'acteurs territoriaux, vous connaissez toutes ces entreprises-là. Enfin, le dernier pilier des moyens, selon nous, c'est votre capacité à être l'interlocuteur direct et des acteurs étatiques et de l'accompagnement des entreprises, que ce soit les pôles de compétitivité, territoire d'industrie, BPI, le SGPI, France 2030, la DGE. Tout le monde sait ce que c'est qu'une agence de développement. Tout le monde écoute avec attention, ou en tout cas peut écouter ce que les agences présentent. Donc, de ce point de vue-là, vous êtes un interlocuteur d'importance. Le CSI, lui, ses moyens pour contribuer à l'effort sur sa capacité de sourcing des entreprises individuelles et innovantes. Alors, elle est très centrée sur les startups, mais on est en train de travailler au sourcing des autres types d'acteurs aussi. Nos programmes accélérateurs pour renforcer ce développement, notre expertise dans l'industrie circulaire, notre expertise dans l'industrialisation, notre expertise dans la commercialisation. Voilà. Et effectivement, la force d'une communauté nationale de pairs et d'experts. Et donc, c'est un ensemble de gens qui, le plus souvent bénévolement, sont réunis pour pouvoir mener à bien cette mission d'aide au développement de l'innovation et à sa transformation en phase industrielle et en phase commerciale pour l'implanter durablement dans les territoires. Pour 2025, on a une ambition qui est en gros de soutenir l'industrie circulaire en créant d'abord un maillage territorial, parce qu'aujourd'hui, le pilotage des actions du CSI est fait de manière centralisée. Et donc, ce que nous souhaitons, c'est créer un maillage territorial. Et en fait, ce maillage territorial, nous voulons qu'il soit constitué de binômes, dont un acteur qui a le même position de tiers de confiance que nous, et les agences de développement, elles ont bien avant nous cette mission de développement du tissu local. Et donc, nous avons le même intérêt. Nous avons la même problématique et j'espère, la même vision sur la façon dont il faut le résoudre. Et donc, ce binôme départemental entre vous et nous fait totalement du sens. Et côté CSI, c'est effectivement un permanent et dans un monde idéal également une start-up industrielle ou en tout cas une entreprise individuelle en tant que représentant des entreprises. Donc, localement, nous voulons déployer ces dispositifs et avoir comment s'appelle, pour chaque région et plus loin pour chaque département presque, ce dispositif mis en place. Le deuxième point, la deuxième jambe de cette ambition, c'est les accélérateurs territoriaux. Alors, quel est le rôle des accélérateurs? C'est en gros cristalliser les efforts que nous décidons de faire pour pouvoir apporter aux entreprises industrielles du territoire les moyens d'arriver à cet échelon de pérennité que nous visons au travers d'un programme qui dure 6 mois et dans lequel on va venir aborder tous les points qui sont nécessaires, les mettre en relation avec les prestataires ou les partenaires qui vont leur permettre d'avancer dans cette direction et mobiliser autour d'elles tous les outils dont vous disposez pour pouvoir les aider à progresser. Donc, le rôle le but de l'accélérateur, ça ne va pas être de réinventer le fil à couper le beurre. Ça va être au contraire d'utiliser toute la panoplie d'outils que vous avez déjà imaginés, de compléter ces outils par des outils essentiellement de commercialisation, d'industrialisation, donc des outils extrêmement pratiques, hein, de mise en relation avec des grands groupes, de sous-traitance, de partenariat, bref, tout ce qui va permettre à l'idée non seulement d'émerger, mais en plus de devenir pérenne. Ce réseau de délégués, il va être chargé de plusieurs missions. La première, c'est identifier les startups et les entreprises industrielles et les entreprises innovantes du territoire. Intégrer ces entreprises dans le réseau d'adhérents, animer cette communauté territoriale et représenter le CSI auprès des institutions locales.
La force de ce réseau, ça va être effectivement la connaissance du terrain et à terme, le nombre d'entreprises qui aura pu passer une étape et changer de conditions grâce à l'action de ce binôme soutenu par l'organisation qu'on met en place autour de lui. Le but d'un programme d'accélérateur territorial, je disais tout à l'heure, il y en a 3. La première, c'est identifier et sélectionner les entreprises innovantes locales. Ça, c'est un travail qu'on se propose de faire en commun avec vous. Accompagner leurs innovations vers la maturité industrielle, commerciale et circulaire par le programme d'accélérateur. Et propulser l'EURIA vers les dispositifs d'aide au développement nationaux ou locaux les plus adaptés. Ça, ce troisième point, c'est un point également important. Aujourd'hui, quand on regarde des dispositifs comme France 2030, par exemple, de quoi se rend-on compte? C'est des dispositifs qu'on a mis en place pour aider l'innovation à éclore et à se pérenniser, et en visant officiellement les PME, PMI et les ETI. Le résultat des courses, c'est que 80% des fonds, et c'est la Cour des comptes, le rapport des cours la Cour des comptes qui le dit, 80% des fonds de France 2030 en euros ont été vers des grands groupes. Pourquoi? Parce que la génération et le pilotage des dossiers des entreprises candidates étant centralisés, très rapidement, il y a une norme, une organisation qui s'est mise en place et qui, naturellement, favorise les grands groupes qui ont des centaines d'heures à mettre à disposition ou les ressources pour payer des consultants une fortune pour pouvoir les aider à constituer des dossiers de candidature à ce type de dispositif. Donc la volonté de France 2030, elle est là, mais c'est le mode opératoire qui du coup ne fonctionne pas parce qu'une PME, une ETI ou une start-up dont les ressources sont limitées ne va pas risquer 800 heures de ses meilleurs ingénieurs pour constituer un dossier et qui ensuite pourrait être refusé. Donc, il ne candidate tout simplement pas. La conséquence de ça, c'est qu'on n'a que 20% des fonds qui ont atteint effectivement leur objectif. Donc, ce qu'on se propose, nous, avec votre soutien, si vous l'acceptez, c'est que ces programmes d'accélérateur soient également l'occasion de produire, d'amener des entreprises dans une position de candidater à ces dispositifs. C'est-à-dire que nous, on pense que l'accompagnement des PME, des ETI et des startups sur vos territoires, ce n'est pas nécessairement le fait de la région, ce n'est pas les fonds de la région. Il y a des dispositifs qu'on peut mobiliser. Mais il faut qu'ensemble, on puisse construire des dossiers solides notamment sur les phases 2 et 3, c'est-à-dire pas seulement sur la partie innovation, mais également sur la partie commerciale, sur la partie industrielle, pour qu'en présentant ces dossiers-là dans les dispositifs existants, on ait une probabilité importante de réussite. Et ce que nous pensons, c'est que si les régions, les départements, par le biais de leurs agences de développement, rentrent dans la bagarre et propulsent des dossiers de PME qu'ils jugent conformes aux attentes de leur territoire et aux objectifs de développement de leur territoire, alors non seulement les chances de succès seront plus importantes, mais en plus, on verra la courbe, la part de PME, de TI et de start-up dans la distribution de ces aides, on la verra augmenter sensiblement. Et donc, on va aider ces dispositifs à atteindre leur objectif. À titre d'exemple, voici ce que nous faisons avec la métropole de Grand Lyon, qui est la deuxième promotion de notre accélérateur amorçage industriel circulaire, après une première promotion qui a eu lieu l'année prochaine. C'est un programme dans lequel on retrouve 7 workshops, circularité, industrialisation, commercialisation, etc. Des learning expeditions, donc qui sont des visites sur des sites industriels et remarquables, de l'intelligence collective, du mentoring individuel sur les différents sujets en fonction du besoin des entrepreneurs ou des cadres dirigeants, des conférences et des diagnostics. Voilà, en gros, pour ce qui est de la présentation du CSI et de ses programmes d'accélérateur. Je vais juste terminer cette présentation en vous parlant du baromètre des startups industrielles, du premier baromètre des startups industrielles que nous avons sorti en 2024. Alors, ce baromètre, on l'a centré autour des startups industrielles, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre volonté, c'est d'étendre notre action vers les PME et vers les ETI, que nous ne sommes aujourd'hui pas capables de mapper aussi bien, nous,
nous y travaillons, pas capables de mapper aussi bien sur une carte. Mais néanmoins, les indications que nous avons, les informations que nous avons sont d'excellents indicateurs de la direction, de la direction à prendre. Et je voudrais vous montrer ici une carte avec deux des éléments remarquables de cette carte sont en bas à gauche, avec les pastilles bleues, on retrouve les startups de la FinTech, donc les startups purement digitales, hein, qu'on retrouve également, qu'on retrouve également en haut à gauche. Et puis, sur la droite, on va retrouver dans l'encart jaune en violet les startups industrielles. Et si vous regardez bien ces deux cartes, on se rend compte que sur la carte de gauche, les startups de la FinTech, on les retrouve essentiellement dans alors d'abord à Paris évidemment, et puis ensuite dans quelques grands centres urbains. Donc on voit bien où se trouve cette activité, où se trouve la création de valeur, et c'est un petit peu le symbole de la désertion des territoires qu'il y a eu dans les 30 dernières années, où on a concentré la création de valeur dans les cœurs de grandes villes comme Paris comme s'appelle Sofia, Antipolis ou autres. On a concentré la création de valeur dans quelques grands centres, et donc on a abandonné des régions et des populations à leur sort. Aujourd'hui, quand on regarde à droite dans l'encart jaune, en violet, les pastilles violettes, le déploiement des startups industrielles, on voit qu'au contraire, ces entreprises ramènent de la valeur dans les territoires. Donc les territoires ont raison de se préoccuper de l'existence de ces entreprises, ont raison de vouloir favoriser leur implantation et leur développement. Et si on les amène au stade ultime, qui est la pérennité de leur développement, alors le pari, il est gagné. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'elles occupent progressivement tout l'espace. C'est-à-dire que la nature même d'une start-up industrielle étant d'avoir besoin de foncier, et que par nature, elle va se diriger vers les endroits où le foncier est le plus abordable, elle s'éloigne des cœurs de ville pour réinvestir les territoires. Et ce qui veut dire qu'on ramène de la valeur dans les territoires, et ce dont les populations se plaignent aujourd'hui. Et on peut en dire ce qu'on veut, mais on doit quand même constater qu'elles ont raison de dire qu'elles ont été les grandes perdantes en région, les grandes perdantes des 30 dernières années. Et aujourd'hui, si on veut inverser cette tendance, on n'a pas d'autre choix que de réindustrialiser. Or, la réindustrialisation, à nouveau, ne viendra pas des grands groupes, sinon ils l'auraient déjà fait. La réindustrialisation viendra des PME, viendra des ETI. Et donc, le développement, soutenir ces entreprises dans leur développement local nous paraît être une bonne idée, et c'est ce dans quoi s'engage le CSI. Je ne vais pas vous embêter avec toutes nos statistiques, mais ce qui est intéressant, c'est que si on compare ensemble, à nouveau, l'ensemble des startups industrielles dans le petit encart bleu, des startups, pardon, tout court, qui ont créé 54% de nouveaux emplois en région parisienne, et le reste réparti sur les territoires. Et on le compare aux startups industrielles, on se rend compte que pour les startups industrielles, c'est seulement 32% de nouveaux emplois en région parisienne, même si Paris reste un grand centre parce qu'il y a des sujets de finance et autres qui y sont attachés. Mais on voit que des régions comme la Rhône-Alpes comment dire, se distinguent également. Il y a un petit mystère sur les Hauts-de-France qu'il nous faudra résoudre à un moment ou à un autre. Mais d'une manière générale, on voit qu'il y a une répartition territoriale plus forte pour ces entreprises. Je ne sais pas s'il y en a un représentant de la région orale parmi nous, il sera peut-être particulièrement fier, mais l'exemple de la région Aura, on a pris cet exemple pour vous montrer le travail que notre outil Motherbase est capable de faire en matière d'identification des startups industrielles, de suivi des levées de fonds qui ont été faites sur les territoires, et en matière de répartition de l'emploi. Donc on a ou de décarbonation. Donc on a une vision assez juste de ce que c'est que les startups, et on veut notamment par le biais d'une collaboration avec vous, être capable, sur ce sujet de réindustrialisation, de poser également une carte avec l'état de l'art, et ça va nous permettre aussi, à nouveau, pour pouvoir performer, il faut être capable de mesurer, et ce qu'on voudrait être capable de faire dans la période qui vient, c'est d'avoir une vraie photographie
de l'état de nos territoires aujourd'hui, et je pense que une collaboration avec vous nous permettrait de le faire. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation, et j'ai déjà vu un certain nombre de questions-réponses, je crois, de questions se mettre, apparaître sur la gauche, pas sur la droite dans la conversation. Mais je suis ravi de prendre vos retours sur notre présentation et notre proposition, et effectivement de répondre aux questions. Alors, merci Alphadio pour votre présentation. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à lever la main. Alors, Bernard, allez-y, je vous en prie. Bonjour à tous, Bernard Abondance, Cesson Développement. C'est plus une observation qu'une question, si vous permettez. Sur le diagnostic, entièrement d'accord et complètement partagé, à la fois d'un point de vue vécu au quotidien et observation. C'est-à-dire qu'effectivement, pour nous aussi et moi aussi, la question de l'innovation n'est pas la seule question à traiter. Quand on arrive au niveau quand les entreprises arrivent au niveau du scale-up, si on parle de start-up, ou plus directement de production et de commercialisation, on a une vraie vallée de la mort, hein, pour reprendre une expression qui est le parallèle à la question du financement des start-up. Et on le voit d'autant plus dans un territoire comme l'Essonne, qui a un ADN qui est assez centré sur la recherche, l'enseignement supérieur et l'innovation. Donc il n'y a pas de sujet. Une observation à partir de travaux qu'on a conduits. Sur la base de ce diagnostic partagé, j'ai envie de dire deux choses. Enfin, une chose, c'est que le modèle d'accompagnement doit être, à mon sens, très calqué sur le territoire et les caractéristiques du territoire. Ainsi, en ce qui nous concerne, on a essayé d'identifier les secteurs, les domaines d'activité, si vous préférez, où l'Essonne a un avantage concurrentiel. Donc on a, avec un travail, encore une fois, partenarial, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec 50 ou 60 acteurs de terrain, on a identifié 6 secteurs, et à partir de l'identification de ces secteurs, on a essayé de mettre en place des outils, c'est-à-dire des outils d'accompagnement qu'on a appelés accélérateurs. On a fait le travail, encore une fois, avec les gens de terrain, et on a été accompagné par un cabinet de conseil qui répondent aux attentes du territoire, c'est-à-dire qui sont à la fois conformes à ce que souhaitent avoir les entreprises pour passer à la production et ce que peut offrir le territoire, et qui est également conforme aux stratégies du territoire. Et donc sur cette base, on a fait émerger 3 modèles qui répondent à ces attentes. Très rapidement, c'est l'hôtel industriel, c'est la première nouvelle usine, et vraiment très spécifique à l'Essonne, c'est la transformation des grands sites industriels. Et pour chacun de ces modèles, ce que l'on propose, on propose une ingénierie d'accompagnement qu'on a dénommée accélérateur. Donc on rejoint assez bien ce que vous avez dit, avec, encore une fois, je pense, le partage du diagnostic, mais aussi d'expérience, petite expérience. Ce sont des travaux qui remontent à 2 ans, et le dispositif d'accompagnement est en place depuis une petite année maintenant. La nécessité d'adapter ce que l'on fait véritablement aux caractéristiques du territoire. Et justement, là, peut-être qu'il y a une porte de différenciation pour une collaboration entre le collectif et les agences de développement, c'est de faire du travail sur mesure et de ne pas rester à un niveau qui soit un niveau, soyons fous, international, l'Europe, ou national au niveau de la France. C'est quelques observations que je souhaitais faire. Merci. Tout à fait. Non, alors, on vous rejoint absolument. D'où d'ailleurs l'idée de ce déploiement régional, ce déploiement local, c'est que précisément nous avons notre analyse est exactement la même que la vôtre, à savoir qu'effectivement, ce qui importe, c'est la vision que le territoire a de son propre développement et les objectifs qu'il se donne. Et donc, pour atteindre ces objectifs et un certain nombre de sujets stratégiques dans lesquels il décide d'être présent, parce qu'il y a une excellence locale dans un métier ou dans un secteur, parce que la topographie est plus favorable à telle activité
activité qu'à tel autre. Bref, X raisons qui peuvent amener un territoire à vouloir avoir une excellence dans un secteur. Ça va déterminer donc le type d'accélérateur qu'il voudra mettre en place, le type d'accompagnement, hein, pour pas galvauder le mot accélérateur, le type d'accompagnement qu'il voudra mettre en place. Et à nouveau, nous, dans cet accompagnement, là, ce qu'on va vouloir regarder ensemble, c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte que cet accompagnement réunisse toutes les briques de l'industrialisation et de la commercialisation. Et quand on aura, entre l'existant et les rajouts sur mesure, quand on aura défini le bon setup, ensuite, ensemble, on se charge de sourcer les PME, PMI, les ETI, les startups du territoire, et pour les faire adhérer à ce programme. Et à la sortie de ce programme, on en fait des lauréats pour vos hôtels industriels, pour la première nouvelle usine, pour la transformation de sites industriels, pour les dispositifs France 2030, pour les dispositifs de la BPI. J'ai vu une question sur la BPI tout à l'heure, BPI, SGPI. Tout ça, ce sont des entités qui ont beaucoup de bonne volonté, mais dont les chiffres aujourd'hui sont que les dispositifs qu'ils conçoivent vont essentiellement dans des gens qui sont bons dans la rédaction de dossiers. Il y a le débat actuellement qui agite un petit peu la start-uposphère sur le sujet du C2I. Qui fait partie qu'on s'appelle des sujets d'économie potentielle que le gouvernement a mis en avant, parce que la réalité est que les administrateurs de ces dispositifs, qu'est-ce qu'ils constatent? Et ça, c'est un véritable chiffre. 50% du C2I est versé à 50 entreprises. 50 entreprises en France sur les, j'ai peur de vous dire une bêtise, je crois qu'il y a 250 000 ou 300 000 entreprises. 50 entreprises touchent 50% des aides à la recherche et l'innovation. Pourquoi? Parce que toucher les aides à la recherche et l'innovation, c'est essentiellement savoir constituer des dossiers. C'est tout. Et aujourd'hui, les grands groupes sont bien mieux armés pour constituer ces dossiers que ne le sont les PME, PMI. Donc, ce que nous pensons, c'est que si les acteurs du développement territorial pilotent eux-mêmes leurs champions, choisissent leurs champions et pilotent ces champions vers les dispositifs d'aide qui existent, il y a un bien meilleur taux de succès. Il y aura un bien meilleur taux de succès et de réussite, et donc un renversement naturel de la balance du nombre de bénéficiaires en faveur des entreprises qui, elles, s'implantent sur le territoire et qui y restent et qui ne le quittent pas parce que quelque part dans un état-major aux États-Unis ou ailleurs, on a décidé qu'il fallait rayer l'usine qui se trouve en Essonne ou je ne sais trop où. Donc c'est des acteurs totalement différents dont on souhaite la promotion, et on pense que ce sont les véritables acteurs de la réindustrialisation. Juste pour compléter, on en a déjà parlé, Bernard, effectivement, l'idée des accélérateurs, c'est pas, je pense que Fabio l'a déjà bien dit, mais c'est pas de plaquer un format standard et de rajouter une énième couche à ce qui existe déjà, mais plutôt de compléter, de se pluguer à ce qui existe dans les territoires et à s'adapter effectivement aux besoins spécifiques des territoires, que ce soit besoins filières ou que ce soit besoins transversaux. Donc c'est effectivement une co-construction de ce qui pourrait être mis en place sur un territoire, alors avec un maillage, un périmètre à déterminer, mais l'idée est dans la co-construction et la co-adaptation. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Qu'est-ce que ça vous... voilà, quelles sont les réactions? Qu'est-ce que ça génère comme... au-delà des questions, comme réaction, est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous voyez comment effectivement le CSI France peut être un allié dans votre mission de tous les jours, et comment vous pouvez aussi participer au développement du CSI France, et comment ensemble on peut faire
on peut faire un succès de réindustrialisation ou d'industrialisation ou d'innovation industrielle territoriale. Bon. Allez, Bernard. Non? Bernard, vous avez le micro désactivé. Je ne souhaite pas monopoliser la parole, mais on a déjà eu quelques échanges et effectivement, on arrive à des conclusions qui sont assez voisines, qui ne sont pas identiques parce qu'on n'est pas au même niveau d'intervention, mais on va effectivement dans le même sens. Nous, à partir d'une approche qui est territoriale et qui a été induite par des questions qui viennent vraiment du local, et c'est vrai qu'il y a des passerelles qui, à mon sens, peuvent être construites très, très, très clairement. Ok, merci Bernard. Est-ce que pour les autres participants, quelles étaient vos questions avant de venir à ce webinaire et quelles étapes verriez-vous maintenant pour aller plus loin? Bonjour, je suis Madeleine Sivers de Merci. Modèle Attractivité et je ne trouve pas sur le téléphone où lever la main, donc je suis désolée si j'ai pris la parole et que ce n'était pas mon tour. Moi, je voulais juste Ici, je vous en savoir... prie. Ok, merci. Je voulais juste savoir, en fait, par rapport à la BPI, qui a des programmes justement de scale-up, d'accélération, etc. Est-ce que ça se coordonne? Est-ce que c'est complémentaire? Moi, je travaille beaucoup avec les BPI, mais nous, on n'a pas, sur le territoire où je suis en Moselle, pas énormément d'innovation et pas beaucoup de start-up. Mais quand ça se présente, c'est plutôt avec la BPI qu'on travaille. Donc, est-ce que c'est complémentaire ou est-ce que c'est une autre démarche, en fait? Tu veux répondre, Véronique? Alors, c'est encore une fois, c'est pas une démarche en plus. Aujourd'hui, il n'y a pas de coordination nationale avec BPI. Il y a des échanges au niveau régional. Ceci dit, des démarches sont en cours pour avoir une coordination nationale et pour que dans ces programmes accélérateurs, il puisse y avoir. Alors, autre aspect, par exemple, par rapport à l'accélérateur Néo de BPI. On a déjà eu des échanges avec les promoteurs ou les dirigeants de ces programmes, puisqu'ils se déclinent en différentes sous-programmes selon les typologies d'entreprises. Par rapport au Néo, par exemple, Néo Startup Industriel, clairement, nous, notre première cible, on a des cibles qui sont en deçà des cibles de BPI, en termes de levée de fonds, par exemple, ou de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est une première réponse. Et on a des échanges prévus avec les dirigeants de Néo parce que c'est là le programme qui se rapproche le plus de ce qu'on veut proposer. Donc oui, vers la complémentarité, ce n'est pas encore complètement acté. Et ensuite, au niveau plus régional, il y a eu déjà des échanges pour des prises en charge, alors là, plus locales, pour des participants à nos accélérateurs. Maintenant, soyons clairs, hein, on a testé ce programme accélérateur en 2023 sur le territoire lyonnais. On en sera à notre deuxième édition. Notre volonté, c'est de déployer dans les différentes régions. On est là à la phase de déploiement, donc tout reste encore justement à scaler. D'accord. Alors, si je peux encore me permettre juste une remarque, parce que dans le programme, dans le dispositif France 2030, quand il a été lancé, en tout cas, les programmes qui s'adressaient à des startups, il y avait un budget qui était de mémoire de 1 million d'euros. Et justement, tout à l'heure, dans la présentation, il a été question de la capacité financière et de mobiliser du personnel, tout simplement, pour mener un tel projet. Et à ma connaissance, ensuite, dans France 2030, il n'y a pas eu des programmes pour des plus petits budgets, mais je me trompe peut-être. Non, vous avez Non. totalement raison. Vous avez totalement raison. Et c'est un des points, d'échec de notre point de vue, ou en tout cas des points durs dans France 2030.
Et c'est la raison pour laquelle nous pensons que aller voir les promoteurs en soulevant des problèmes, c'est une chose, mais aller les voir en leur apportant en plus une solution, c'est mieux si on veut les faire pivoter dans notre direction. Et aujourd'hui, le principal problème pour un France 2030, c'est pas seulement de faire des programmes, c'est aussi qui va monitorer ces programmes. Et donc dire on ne va pas descendre en dessous de 500 000 ou d'1 million d'euros, c'est aussi dire nous n'avons pas la capacité à assumer une granularité plus faible. Or, ce qu'on constate, c'est que les agences de développement ont une maîtrise parfaite de leur territoire, connaissent les entreprises et ont parfaitement, de notre point de vue en tout cas, peut-être vous pouvez nous le confirmer ou nous infirmer, mais ont parfaitement la capacité d'aider, d'assister dans la section de dossiers et de suivre ensuite ces dossiers par la suite. Donc, en tout cas, et nous nous proposons de le faire avec vous. Donc, le vrai sujet, c'est, vous avez raison, 1 million, c'est trop. La plupart du temps, les sujets qu'on regarde, c'est pas ce niveau d'investissement, mais descendre en dessous, assumer une granularité plus faible, ça veut dire qu'on rentre en jeu et qu'on apporte en plus au SGPI, on apporte à la BPI des solutions pour piloter cette granularité-là. Et des solutions d'autant plus matures qu'elles sortiront de programmes accélérateurs qu'ensemble, on aura mis en place, piloté, sélectionné les entreprises et donc, on sera certain de ce qu'on fait. Ok, très bien pour cette réponse. Effectivement, la réflexion que moi je m'étais faite à l'époque quand ça s'est vu, c'est qu'en fait les projets étaient déjà identifiés et que c'était juste une façon de mettre par écrit qu'il y avait un certain nombre de startups qui allaient pouvoir être aidées. Mais finalement, comme c'est un échec et qu'il n'y a que 20% du budget qui a été qui a été consommé, c'est que c'est réellement un échec. Et je vous rejoins complètement dans le fait de dire que les agences de développement économique sont vraiment sur le terrain, ils sont réactifs, ils ont une connaissance fine. Pour notre agence à nous, on est à 3 personnes à faire de Daveco depuis plus de 20 ans. Donc, c'est vrai que pendant toutes ces années-là, on a créé un réseau et des portes qu'on ouvre facilement. Je pense que oui, clairement, je rejoins vos propos tout à l'heure. Non, ben écoutez, on est je suis vraiment ravi de l'entendre et notre équipe est vraiment ravie de l'entendre. Et je ne sais pas quel est l'avis des autres participants, mais ce que vous dites en tout cas a l'air d'aller dans la direction qui est que je pense qu'ensemble, on peut, par le biais de ces programmes d'accélérateur, et on a déjà une oreille attentive de la DGE, par exemple, hein, on peut, qui souhaitait d'ailleurs le plus tôt possible être un interlocuteur dans le cadre de ces réflexions qu'on est en train de mener. Et donc, clairement, nous pensons au CSI que si nous mettons en place avec vous, Agence de développement, cette organisation, on va avoir la possibilité concrètement d'aider sur le terrain des entrepreneurs et leur faire suivre un parcours qui aujourd'hui s'arrête en gros à la phase de l'innovation. OK, on a fait un truc, c'est absolument génial et pêche sur le reste des autres étapes. Donc là, et l'exemple de France 2030 n'est qu'un exemple parmi d'autres, hein. Dans le cadre de la BPI, alors la BPI, c'est encore un peu différent parce qu'elle dispose effectivement d'autres moyens du point de vue prêt à l'innovation et des choses comme ça. Mais même là, on constate finalement que le résultat, il est à peu près le même, c'est qu'il y a il y a quelques entreprises qui connaissent la BPI, et on les trouve beaucoup à Paris. Hein, beaucoup de startups parisiennes ont leur premier réflexe, c'est la BPI, mais en région, et notamment, je pense aux PME, aux ETI, parce que vous disiez que, Madeleine, que sur votre territoire, vous n'avez pas beaucoup de startups. Je pense qu'en revanche, vous avez beaucoup de PME, vous avez beaucoup de TI, et que ces entreprises, elles ont de l'innovation, parce que j'imagine pas qu'elles soient moins malignes que les autres. Donc, elles ont de l'innovation, elles ont des choses qu'on peut aider de cette façon-là, et que vous, en tant qu'agence de développement, vous pouvez aider à émerger. Je pense que ce programme accélérateur tel qu'on l'envisage va nous permettre d'arriver à cet objectif. Il y a d'autres réactions?
Alfadio, Jean-Louis et Véronique, vous aviez prévu d'enchaîner par la suite? Non, il y avait cette présentation avec un peu plus de détails sur le baromètre, le cas échéant, mais sinon, c'était surtout avoir un échange. Mais c'est assez intéressant là, parce qu'on voit dans les premiers échanges qu'on entend avec Bernard et avec Madeleine que effectivement on est assez en phase sur le diagnostic. Et ce que nous espérons, c'est que l'adhésion des agences de développement au CSI traduira effectivement. Et ensuite, bien sûr, l'idée, c'est que Véronique organise ensuite des rencontres bilatérales, des visios, dans un premier temps, et que dans le cadre de ces visios, on réfléchisse ensemble, en bilatéral, à l'intérêt possible du programme pour votre territoire et à la façon dont on pourrait le co-construire. Et donc, si vous le voulez bien, on sera complètement ouvert à l'organisation de ces rendez-vous bilatéraux dans la période à venir. Alors, je vous rassure tout de suite, Alfadio a parlé d'adhésion au CSI. Effectivement, ce sera un des éléments. Décision de la nouvelle gouvernance, en particulier d'Alfadio, l'adhésion est maintenant pour tout le monde, don libre, pardon, 1 euro symbolique ou don libre. Donc, pour des structures comme les agences, c'est important de le préciser, je pense. Pour nous, il est important d'avoir du volume, donc d'avoir des adhérents, mais ce n'est pas notre modèle économique ne repose pas sur les adhésions. Au contraire, puisqu'on compte sur les agences, notre idée, c'est de co-construire avec les agences les solutions d'accélérateur. C'est pas l'adhésion de l'agence l'enjeu. Du coup, si je peux à nouveau prendre la parole, ce que je trouve important, et ça a été dit aussi tout à l'heure, c'est que pour accéder aux fonds, effectivement, les grands groupes sont très, très bien armés parce qu'ils ont de la main-d'œuvre qui peut passer 100 jours à remplir les dossiers, etc. Ce n'est pas réellement un problème, alors que quand on est dans une start-up ou une PME, et effectivement, nous, on a pas mal de PME, en Moselle, on a quelques grands groupes aussi, bien sûr, mais la donne, elle est complètement différente. Et je pense qu'autour de cette table, d'autres développeurs éco ont déjà entendu dire X fois de la part d'un patron, je ne peux pas faire une demande, je préfère passer outre parce que je n'aurai pas le temps, ou alors il faudrait que j'affecte une personne à temps mi-temps ou à temps complet pendant un certain temps et je ne peux pas me le permettre. Et si effectivement dans votre programme d'accélération, il y a une phase d'accompagnement qui est plus on va dire transparente déjà que la BPI et qu'on puisse venir avec des outils concrets pour les aider justement à franchir ce cap. Moi, j'ai aussi un certain temps travaillé sur les projets européens, mais c'est pareil, c'est tellement chronophage et tellement un peu, on va dire, la jungle pour tout comprendre. Et que là, si on a un programme qui est déjà avec un budget moindre, avec un accompagnement concret, je pense que là, oui, il y a des chances effectivement qu'on voit immerger d'autres innovations et dans des territoires où on en a vraiment besoin, comme vous disiez aussi avant. On sort du coup des grandes métropoles, on arrive dans les territoires où il n'y a pas grand-chose, entre guillemets, mais moi je suis beaucoup en milieu rural et on a des entreprises effectivement, mais on se sent toujours un petit peu à l'écart parce qu'on n'a pas les instituts de recherche, on n'a pas les écoles, etc. Donc ça peut aussi être un frein des fois et aujourd'hui on essaye vraiment de trouver justement comment on aide aussi les PME et les petites entreprises à innover, à grandir et comment on fait pour faire venir du coup, comment on fait pour recruter. Et si on a un volet innovation, le recrutement se fera plus facilement parce que c'est ça aussi qui attire des jeunes talents aujourd'hui. Oui, tout à fait. On partage à 100% votre position, Madeleine. Juste pour dire que, justement, il y a deux éléments importants. Il y a l'aspect chronophage de ces dossiers, que ce soit du point de vue national ou européen. Il y a l'aspect chronophage qui est un énorme. Donc, on dit oui, les PME sont peu lauréates, mais les PME ne candidatent pas.
Donc, on ne risque pas d'être lauréat de quelque chose auquel on n'a pas candidaté, à cause de cet aspect chronophage. Et surtout, le deuxième aspect, c'est le risque de consommation de temps en échange en contrepartie d'un échec. Donc, la vision qu'on a avec cet accélérateur, c'est non seulement effectivement d'apporter cette aide concrète et tangible pour les entreprises, mais en plus de les mettre dans une position qui limite considérablement le risque de l'échec. Donc, être arrivé dans une position, alors non seulement le risque de l'échec du point de vue de ces aides, mais aussi le risque de l'échec vis-à-vis des deux phases suivantes. Parce que si dans la phase d'amorçage, on peut encore compter sur la puissance publique dans un environnement où les investisseurs privés sont assez naturellement réticents à la phase d'amorçage dans le domaine industriel. En revanche, en phase 2 et en phase 3, les investisseurs privés sont absolument indispensables. Mais pour que leur intervention puisse avoir lieu, il faut que l'entreprise n'ait pas seulement dérisqué son modèle, son innovation en tant que modèle, il faut qu'elle ait également démontré sa capacité à l'industrialiser et qu'elle ait démontré qu'il y a un marché. Parce que ça, c'est la condition pour faire venir les investisseurs privés. Et donc, l'objectif de ces accélérateurs, c'est de faire en sorte que les entreprises, que ce soit l'entreprise innovante, on l'a dit à nouveau, un PME, PMI et start-up, arrivent en fin de phase 1 de leur innovation avec un niveau de préparation bon sur tous ces domaines-là. Innovation, industrialisation circulaire, commercialisation. Donc, il y a deux façons à nouveau d'échouer dans ces dossiers. C'est ne pas y consacrer suffisamment de temps et d'énergie, et la plupart des entreprises renoncent à cause de ça. Et deux, ne pas être prêt du point de vue de son organisation ou de son innovation. Et là, les dossiers qui ont fait l'effort de se faire, parce qu'ils ne sont pas prêts, ils finissent par être rejetés aussi. Merci Alfadio. J'ai quelqu'un qui vous demande qui contacter en cas d'intérêt. Je ne sais pas s'il y avait une slide en début de présentation, peut-être que on vous enverra, Anaïs, la présentation. Et si vous voulez bien la communiquer avec le contact de Véronique, parce que c'est Véronique qui sera le centralisateur du contact. Eh bien, merci. Est-ce qu'il y a de dernières réactions à tout ce qui vient de se dire? Anaïs, peut-être préciser que lors du forum d'Eveco, Alfadio sera présent pour une session, donc pourra rencontrer les gens en direct. Exactement. Oui, absolument. Et Véronique aussi, d'ailleurs. Je ne crois pas que Véronique sera là. Non, je ne crois pas que Véronique sera là. En revanche, je serai présent, tout à fait. Et donc, j'espère pouvoir rencontrer un certain nombre d'entre vous à cette occasion et poursuivre l'échange et pourquoi pas discuter directement du cas de votre des sujets qui sont importants sur votre territoire et voir comment est-ce qu'on peut co-construire ensemble un accélérateur. Il y a beaucoup de discussions qui a lieu en ce moment. Il y a la sortie du livre d'Olivier Luanzi, par exemple, qui est un des membres, comment s'appelle, qui fait partie de la le terme m'échappe, Véronique. Les industriels. Non, mais de notre comité d'honneur. Voilà, exactement, du comité d'honneur du CSI. Et aujourd'hui, tout le monde comprend. Absolument. Tout le monde comprend que dans la phase les 10 années quasiment qui viennent de s'écouler, on a voulu réindustrialiser par le haut, c'est-à-dire avec des grandes directives nationales, des grands programmes nationaux. Et aujourd'hui, le constat, il est que, vous avez l'exemple de France 2030, 20% des fonds vers des PME, des ETI, des startups, 80% des fonds vers les grands groupes. Et à nouveau, si c'était les grands groupes qui menaient la réindustrialisation, nous ne serions même pas en train de parler de réindustrialisation, ça serait déjà fait. Donc clairement, c'est pas fait. Ça veut dire que l'enjeu, il est ailleurs. Il est dans les PME, dans les ETI, dans les startups et dans les territoires. Et donc, l'enjeu maintenant pour nous, c'est de dire comment est-ce qu'on inverse cette tendance, comment on fait en sorte que le territoire reprenne sa place au cœur de la réindustrialisation. On a vu que la centralisation ne fonctionne pas là, pour ça.
Maintenant, on doit tenter autre chose en donnant leur place au territoire là-dedans. Et la mission que ça donne le CSI, c'est d'être le tiers de confiance avec vous de cette réindustrialisation et d'aider nos entrepreneurs à y arriver. Oui, tout à fait. Au plaisir de se voir à Dunkerque, Grégory. Eh bien, un grand merci à tous les trois. Le replay, du coup, vous sera envoyé sous peu, la présentation également. Et j'en profite, si vous le voulez bien, avant de clôturer la séance, pour vous rappeler les prochaines dates, les prochaines échéances. Le 24 octobre, du coup, jeudi, aura lieu un club d'attractivité sur l'attraction, pardon, la rétention de talent. Le 29 octobre, donc mardi prochain, aura lieu un webinaire qui sera animé par la directrice générale du salon du CIMI et qui viendra nous en dire un petit peu plus sur le nouveau format à venir pour l'année 2025. Les 5 et 6 novembre auront lieu la formation Réinventer ses pratiques en matière de développement économique territorial. Et vous venez de le rappeler, on se donne rendez-vous également les 13 et 14 novembre à Dunkerque pour notre forum d'Eveco. Un grand merci à tous les trois et un grand merci à tous pour votre participation et je vous souhaite une excellente après-midi.